Ce soir, donc, sur Radio Saint-Fé, je vous l'ai dit, on zoome sur les habitats légers. Et pour ce faire, je vous l'ai dit aussi, on a fait le choix d'être mobile en sortant notre studio. On parlera de l'aspect philosophique et mode de vie. Et puis, évidemment, nous soulèverons des questions législatives, judiciaires, administratives inhérentes aux habitats légers, avec notamment Vincent Béillard, qui est maire de Saillant, et puis les personnes salariées de l'association ALEM, Association d'habitants de logements éphémères et mobiles. Donc il y a Clément, qui est coordinateur national. Alors les uns et les autres qui êtes autour de la table, pour commencer cette émission, j'ai envie de vous demander quelle définition vous donneriez, vous, aux habitats légers? On vit sur Terre, donc c'est pour moi, avoir un toit, c'est un droit fondamental. Qu'il soit léger, dur, mou, peu importe, l'idée c'est d'habiter quelque part. Quelqu'un souhaite poursuivre ? Ouais, moi, je connais même finalement l'historique, comment ce mot habitat léger est arrivé dans la bouche de certains sociologues comme Béatrice Mezzini. C'est-à-dire qu'en fait, on a tâtonné pendant des années parce qu'il y a en fait une société qui refuse de regarder une situation de la situation de différentes personnes qui occupent ces habitats. Alors tant que c'était marginal ou même que le code de l'urbanisme n'existait pas, parce qu'il date des années 70, les gens bougeaient et on a créé des catégories sociales, type les gens du voyage, qu'on a commencé à discriminer, etc. Aujourd'hui, on est dans une situation où il y a une grande diversité de personnes qui approchent l'habitat léger. Les raisons, elles sont généralement déjà économiques. On est quand même dans une société qui fabrique de la mobilité dans le travail. Il y a de plus en plus de précarité, de concurrence sur le marché du travail, donc obligé de se déplacer pour aller choper des petits boulots à gauche et droite. Il y a les services publics, type la SNCF, qui embauchent des prestataires. Il n'est pas du tout étonnant de trouver des infirmiers intérimaires sur le parking d'un hôpital. L'habitat léger est devenu quelque chose d'assez courant, qui grossit. Et aujourd'hui, la grande nouvelle quand même de ce mois-ci, c'est que le carnet de circulation a enfin disparu de la législation et qu'on va enfin tous travailler ensemble avec les mêmes mots. On va sortir du droit catégoriel. Donc voilà, pour moi, l'habitat léger, c'est une question qui est vaste, qui touche autant le poète que la personne qui n'a pas eu le choix. Mais dans la réalité, de toute façon, peu importe l'habitat dans lequel on est, qu'on soit dans un carton, sous un pont, généralement, on a choisi ce qu'on a trouvé de mieux pour soi sur le moment donné. Et ce qui est à craindre aujourd'hui, en ne reconnaissant pas ce type d'habitat, c'est que finalement, on finit par avoir plus peur de la législation et des flics qui vont nous virer que du froid ou des problèmes qu'on peut rencontrer techniques pour avoir un habitat confortable. Pour moi, mon habitation, c'est une habitation qui me respecte mon environnement et le paysage, tout. Voilà. Je dirais habitat respectueux. Même si l'habitat classique, bien sûr, n'est pas contradictoire avec ça. C'est un habitat démontable aussi, un habitat qui peut être enlevé d'un endroit, un habitat léger. Sous quel aspect tu parles? Sous l'aspect juridique, aujourd'hui, le législateur a créé, donc en 2014, avec la loi Allure et les décrets qui ont suivi, a défini l'habitat démontable. Il n'existait pas, cet habitat démontable. Donc il y avait en fait un vide juridique qui nous permettait de gagner régulièrement certains procès, parce qu'il y avait une espèce de flou. Est-ce une tente? Qu'est-ce que ça veut dire? Là, maintenant, il existe et on sait que la loi dit qu'ils doivent être installés uniquement sur des terrains dits constructibles. Donc l'habitat démontable existe juridiquement. Après, l'habitat démontable, je crois qu'il a toujours existé. C'est une réalité de l'humanité qui s'est déplacée, qui a construit. On peut parler d'installation progressive de personnes. On arrive, on a peu de moyens, on commence par faire un habitat comme ça, puis après ça devient de moins en moins démontable. Donc il y a le distinguo entre l'habitat démontable et l'habitat mobile dans la législation. Concrètement, comment ça se passe au niveau de la loi? Est-ce qu'on a le droit d'aménager un habitat léger où on veut, quand on veut? Qui est-ce qui souhaite répondre à cette question? La question est super ouverte. Du coup, c'est pour ça qu'on peut discuter du droit de plein de manières différentes. Est-ce que finalement la législation française n'est pas hors la loi au regard de la législation européenne?
C'est la question qu'on se pose aujourd'hui par rapport aux lois qui régissent justement le code de l'urbanisme, au fait qu'il n'y a pas de diagnostic imposé sur les collectivités territoriales qui ont théoriquement l'obligation de tenir compte de l'ensemble de leur population sans discrimination. Quand on regarde le droit international et le droit européen sur le fait qu'il y a des articles qui sont très très clairs, l'obligation de l'État à faire en sorte de créer des lois pour que tout le monde puisse avoir un toit sur la tête, oui, on peut dire que les lois françaises sont hors la loi. Après, c'est des choses qui se discutent, on est dans ce qu'on appelle du droit positif, là. Alors il faut qu'on attaque, etc. Au regard aujourd'hui de la législation, si je m'installe et que je ne demande rien à personne avec un habitat léger démontable sur une terre, sur un terrain où on n'a pas le droit de construire, pas urbanisé, pas prévu par le document d'urbanisme pour faire ça, en effet, je risque de me payer quelques années de procédure. De là à dire aux gens qu'ils vont perdre, de là à dire aux gens qu'il ne faut pas le faire, c'est pas moi qui vais le faire en tout cas, parce qu'on a gagné régulièrement des procès, parce que c'est aussi en se bagarrant contre ces lois qu'on considère comme iniques qu'on arrive finalement à faire avancer des choses. Si on ne fait rien, qu'on baisse les bras et qu'on laisse l'urbanisme dans les mains de personnes qui ont des intérêts privés à justement encourager la spéculation immobilière sur leur territoire, c'est quand même le cas de la plupart des communes. Je ne parle pas de celle de Saillant, mais c'est quand même la réalité, la réalité d'aujourd'hui. Aujourd'hui, une commune, ses principaux revenus, c'est le droit de mutation, c'est les taxes qu'on prélève au moment où vous vendez de l'immobilier. Si l'immobilier se casse la gueule, elle a quoi pour vivre, la commune? En fait, la commune, elle doit encourager la pression foncière pour arriver à vivre. Le Conseil général également. Comme on sait que souvent, les grosses communes, les PLU, les SCOT, là, c'est encore des documents d'urbanisme qui sont au-dessus de la commune. Elles sont pieds et mains liés avec ces conseils généraux, c'est leur gagne-pain, c'est-à-dire on encourage la chasse aux pauvres. En tout cas, moi, c'est mon point de vue. Ouais. Alors là, on a le maire d'une commune qui est là, justement, Vincent Bayard. Peut-être tu peux essayer de nous expliquer comment, en tant que maire, comment on peut faire, à quelle réalité on a à faire face Je peux parler d'une réalité. Au niveau de la commune. Je suis maire depuis 3 ans. Donc, même si j'étais intéressé déjà depuis longue date par ces questions, sur le terrain, je peux témoigner que depuis l'expérience de 3 ans, c'est vrai que c'est très délicat comme question, puisque effectivement, on a les administrés, on va dire la grande partie des administrés ont acquis un terrain des fois fort cher, on va dire, ont dû se plier un petit peu aux exigences un petit peu des normes du PLU, du règlement du PLU, le plan local d'urbanisme, oui. Et puis souvent s'endetter auprès des banques. Et il paraît parfois, au vu de cela, que l'habitat léger ne soit pas tout simplement légitime sur le fait que des gens s'installent et ne demandent rien à personne, alors qu'eux ont fait tous ces efforts et se sont endettés. Donc c'est très très délicat sur toutes les communes, j'imagine. Alors nous, on a la chance de rentrer en révision du PLU. Donc au moins, on a la chance d'ouvrir le débat sur l'habitat au sens large. Et donc de pouvoir mettre du dialogue et de commencer à aborder des questions qu'on ne voit pas souvent abordées, même en révision du PLU. Dernièrement, j'étais invité dans une commune en tant que maire, puisqu'il y avait une révision du PLU. Et en fin de compte, en tant que maire de périphérie, j'étais invité un petit peu à témoigner, en tout cas à écouter un petit peu le compte-rendu. On est à la fin, hein. C'est toujours à la fin qu'on pose des questions. Voilà, comme ça, mais malheureusement, et moi j'ai interpellé les élus en me disant, est-ce que vous avez, avec la nouvelle loi ALUR, interpellé l'habitat participatif, l'habitat léger, l'habitat, je dirais, des saisonniers, et voilà, il y a eu un non en face, quoi. Donc voilà. À l'heure actuelle, ce n'est pas des questions qu'on débat. Nous, on a posé un peu les cartes sur table. En tout cas, on le fait avec les habitants. C'est important, ce ne sont pas les élus qui, effectivement, posent ces questions. On a l'idée d'ouvrir des commissions participatives dans lesquelles tout le monde s'exprime. Donc, les personnes qui viennent et qui sont en demande de poser, en tout cas, ces questions d'habitat autres peuvent avoir une parole et être écoutées. Tu dis que chez vous, il y a cette possibilité, mais ça veut dire que le débat, il n'est pas ouvert dans de nombreuses communes ?
Ah bah, clairement, comme je viens de vous donner l'exemple. Je crois que la démarche de Saillant est vraiment très particulière. C'est que, en fait, Vincent disait déjà il y a 2 ans, je crois, en fait, la difficulté, là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que il y a un truc, on est dans une commune où on essaye de débattre, faire des choses. Et en fait, c'est les gens qui ne se déplacent pas pour nous dire quels sont leurs besoins, leurs envies, etc. Et les confronter, mettre en fait la diversité des points de vue et d'intérêts dans le débat pour que la décision qui est prise soit réellement une décision participative. Mais c'est quelque chose de complètement exceptionnel. Ça existe quasiment nulle part. En fait, nous, on regarde que fait Saillant, parce que on essaye de voir comment ça va avancer, et du coup on voit qu'il se heurte à ce qu'on appelle les normes. En fait, les normes elles sont là théoriquement d'après la loi pour protéger le faible. En fait, généralement on crée des normes pour éviter que de se faire d'avoir je sais pas, des abus de bailleurs qui louent des trucs complètement pourris, ou pour faire en sorte que tout le monde, voilà, qu'on chope pas des maladies, que les secours peuvent arriver. On peut comprendre ce genre de normes. Aujourd'hui, en fait, la norme, elle est là pour empêcher des personnes d'avoir un habitat digne. On est dans un truc complètement inverse, et en fait, on chasse les gens. En fait, c'est vraiment la chasse aux pauvres. Chaque commune a l'impression d'avoir son quota de pauvres. Et le fait de créer un document d'urbanisme sans tenir compte des besoins des habitants et sans diagnostiquer correctement cette chose-là, en fait, crée de la chasse aux pauvres pure et simple. Donc aujourd'hui, légalement, ce qu'il faudrait faire, et j'encourage tout le monde à le faire, ceux qui écoutent la radio, ceux qui sont présents, allez dans vos communes, allez vous renseigner sur quel est le calendrier du document d'urbanisme, essayez de vous débrouiller. Là, par exemple, il y a un collectif, une antenne à l'EM qui est en train de se créer, qui va essayer un peu de mieux suivre, de mieux accompagner ce genre de démarche, parce que en fait, à un moment donné, la commune, avant de faire son PLU, elle est obligée de passer par une phase de diagnostic. Elle est obligée de voir quels sont les besoins. Alors ça peut être, il y a plein de choses, hein. Il y a la voirie, l'eau, il y a tous les accès, les zones à risque, qu'est-ce qu'on peut faire. Et il y a un diagnostic social, théorique. Et après, il crée un document avec un nom qui contient un oxymore à l'intérieur, ça s'appelle un PADD. C'est un plan d'aménagement développement durable. Donc, si on peut nous expliquer développement durable, moi, j'ai jamais vraiment compris ce que ça voulait dire. Mais en gros, ce PADD doit être rédigé de manière lisible pour que l'ensemble des citoyens puissent le comprendre. C'est un document qui n'est pas très compliqué en soi, mais par contre doit tenir compte du diagnostic. Et si la commune n'a pas fait son boulot, c'est-à-dire que s'il y a des diagnostics qui ont été faits, que le PADD il est tout pourri et qu'il n'en tient pas compte, on attaque le PADD et la commune elle révise sa copie. Et laissez-moi vous dire qu'avec tout ce qu'ils ont comme intérêt derrière, parce que faut penser que quand on a un terrain agricole qui devient urbanisable, c'est bingo, hein, on gagne des sous, quoi. Donc tous ces conflits d'intérêts qu'il y a dans les communes de copinage, etc., tout qui se casse la gueule. Et est-ce que des avancées, il y en a eu depuis 12 ans qui existent à l'EM? Parce que le tableau, il est quand même assez négatif. Tu parlais tout à l'heure du carnet de circulation qui a été supprimé. Ça a été une avancée. Cette année, on a gagné 2 trucs. On a gagné la disparition du carnet de circulation et on a gagné la reconnaissance du génocide de Tsigane par le président. C'est une chose qui est demandée depuis à peu près 70 ans par les associations et que l'ensemble de l'Europe avait reconnu depuis très longtemps. Ça ne veut pas rien dire, ça veut dire beaucoup de choses, hein. C'est spoliation des biens, toute une population qu'on a mis dans une posture finalement de demandeurs, d'inadaptés sociaux qui dérangent, etc. Aujourd'hui, on est redevable. On leur a piqué tout ce qu'ils avaient, on les a planqués à gauche et droite. Voilà, donc ça, c'est les 2 grosses avancées. Il y a eu des reculés, hein, parce que les années Sarkozy, c'est peut-être pas la peine de décrire tout ce qu'il a pu faire contre les voyageurs, les bidonvilles, etc. Les ministres de l'Intérieur qui se sont succédés, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, hein, ça a été de pire en pire. On a eu des lois. Alors là, par contre, avec la loi, la solidarité, je ne sais plus comment ça s'appelle, citoyenneté, solidarité, la dernière, là, qui viennent de pondre, c'est là-dedans qu'il y a un amendement qui a fait disparaître le carnet de circulation, a renforcé les pouvoirs de police du maire et de la préfecture pour pouvoir évacuer les voyageurs, donc les saisonniers, hein, parce que c'est vraiment exactement la même définition, plus facilement. Donc aujourd'hui, on est au contraire en train de reculer. Après, des avancées de Alem, on peut dire que on a quand même bien bagarré sur certains sujets, notamment la taxe d'habitation pour les résidences mobiles, qui s'est réduite à peau de chagrin parce qu'on a su mobiliser
plein de réseaux autour de la question et c'était intéressant. L'article 32 Terra de la loi LOPSI, on doit quand même à Alem d'avoir tenu des campements pendant des mois, etc., d'avoir mobilisé et plein de gens sur ce truc-là. Donc là, on a gagné. On a eu sur des campings aussi, des lois qui devaient normalement rendre encore plus difficile la possibilité de s'installer à l'année sur les terrains de camping. On a réussi à freiner, ralentir la loi jusque finalement l'alternance et donc du coup le calendrier parlementaire qui s'arrête. On a joué la montre quoi et on a gagné. La question de qu'est-ce qui vous motive à vivre dans des habitats légers, qu'est-ce que vous y trouvez comme chose positive, comme plaisir? Je ne sais pas qui souhaite répondre à cette question. Je regarde Mylène qui vit dans une tiny house. Donc une tiny house, tu disais que c'était une grosse roulotte. Oui, en gros, ça ressemble à un genre de petit chalet en bois posé sur une remorque routière. Donc ça se déplace. Il y a maintenant plusieurs entreprises de construction dans la France. C'est un concept qui vient d'Amérique à la base. Mais celle-là, tu l'as auto-construite. Celle-là, moi, je l'ai construite, moi et des amis. Voilà, avec de la sueur et de l'énergie et un beau chantier collectif qui a duré plusieurs mois. Qu'est-ce qui pousse à ça? J'en ai un petit peu parlé déjà tout à l'heure. Il y a eu vraiment un moment, un ras-le-bol de déménager dans des logements chers pour au final pas si confortables, vachement énergivores aussi, c'est-à-dire des maisons inchauffables où il n'y avait pas d'isolation, parce que je pense qu'il y a beaucoup de maisons comme ça dans notre secteur, où les propriétaires font pas ce qu'il faut pour être dans le confort et puis justement dans l'économie d'énergie. Donc il y avait une envie d'être dans une maison confortable, écologique, qui me ressemble aussi, d'où l'envie de l'autoconstruction. Parce que ça aussi c'est une grande aventure humaine en fait de vivre dedans et de me dire cette fenêtre elle a été posée par tel copain, cette peinture a été posée par tel ami, etc. Antenne, je voudrais juste terminer avec vous demander à chacun de donner un mot que les habitats légers vous évoquent. Moi, en écoutant par exemple Mylène, en préparant l'émission aussi, j'avoue, le mot sobriété, et on l'a pas entendu, mais c'est vraiment ça, c'est celui-là que j'ai envie de dire pour terminer cette émission. Je vous propose à chacun de dire un mot, et puis on va conclure juste après. Qui veut commencer? On essaye de faire ça rapidement. Pour moi, liberté. On parle souvent de la French Tech pour l'innovation technologique. Moi, je trouve que c'est très innovant. Le lien avec la nature. C'est plusieurs mots. Moi, je dirais chaleureux. Moi, pour être original, je vais dire la lutte des classes. Et du coup, je finirai par quelque chose qui te ressemble. Merci à tous d'avoir participé à cette émission.